Le deuil n'arrive pas d'un seul coup, comme une vague qui vous submerge. Il s'infiltre. Il s'installe dans le silence d'une maison soudainement trop grande, dans le cliquetis d'une cuillère remuant un thé froid, dans l'odeur persistante de son eau de Cologne sur un oreiller. Il vit dans les objets qu'il a laissés derrière lui. Pour moi, il vivait dans sa voiture. Je n'avais jamais eu l'intention d'ouvrir la boîte à gants. Je voulais juste vendre cette voiture. Les mensualités étaient à nouveau en retard et la banque avait commencé à appeler tous les 2 jours, leur voix polie mais insistante. Ce matin-là, alors que le ciel de Seattle était d'un gris humide et que l'air était lourd de cette moiteur post-pluie, je me suis retrouvée devant la vieille berline de Michael et je me suis dit, ce n'est qu'une voiture. Mais dès que j'ai saisi la poignée, ma main s'est mise à trembler. Cela faisait 32 jours qu'il était mort. 32 jours que l'hôpital avait appelé, utilisant des mots cliniques comme anévrisme cérébral, qui ne laissaient aucune place aux questions. 32 jours que ma fille de 17 ans, Lily, ne m'avait pas adressé plus de 10 mots. Et même ces mots semblaient fragmentés, des morceaux d'une autre version de nos vies qui ne s'emboîtaient même plus. Ce matin-là, je me suis retrouvée seule dans la cuisine, à remuer mon thé avec une cuillère, trop bruyamment. Ce cliquetis contre la céramique agaçait toujours Michael. Maintenant, ce bruit emplissait le silence comme un fantôme de nos vieilles querelles domestiques. La photo de famille était toujours sur le rebord de la fenêtre. Michael souriant, ses bras protecteurs autour de moi et de Lily. Une photo prise l'été dernier à Cannon Beach. Nous avions l'air heureux, authentiquement heureux. Et je me demandais quand, exactement, l'illusion avait commencé. Le petit déjeuner est prêt, ai-je appelé vers l'étage. Je savais que Lily ne répondrait pas. La porte de sa chambre s'était refermée avec un bruit sourd quelques minutes plus tôt. Un son sec, définitif. Avoir 17 ans est difficile. Faire son deuil à 17 ans est brutal. Mais voir sa propre fille se transformer en une étrangère silencieuse et en colère, c'est une toute autre forme de déchirement. La voiture était garée au bout de l'allée, tachée de pollen et de traces de crasse, comme si personne n'y avait touché depuis les funérailles. Michael la lavait tous les dimanches, polissant le capot jusqu'à ce qu'il brille, persuadé que la voiture d'un homme en disait long sur lui. Moi, je voulais juste pouvoir payer la prochaine facture d'essence. J'ai pris le double des clés dans le tiroir de la cuisine et je suis sortie. Il s'était remis à bruiner, cette fine pluie de Seattle qui ne vous trempe pas vraiment mais qui vous pénètre jusqu'aux os. Je me suis installée au volant et j'ai fermé la portière. L'air à l'intérieur était des viciés, mais c'était incontestablement son odeur. Un mélange de son eau de Cologne au bois de cèdre, de cuir usé et d'autres choses. Quelque chose d'indéfinissable qui ressemblait à un souvenir. J'ai tendu la main vers la boîte à gants, hésitant une seconde. Le déclic a retenti, trop fort dans le silence. À l'intérieur se trouvaient là les objets habituels, des papiers d'assurance, un vieux chargeur de téléphone, une paire de lunettes de soleil. Je les ai sortis un par un, puis je l'ai vue. Une petite clé USB noire coincée tout au fond. Simple, à l'exception d'une minuscule étiquette adhésive avec une unique lettre manuscrite. N, je la fixais. Juste une lettre, juste un morceau de plastique. Mais quelque chose en moi a basculé. Je l'ai senti au plus profond de moi. Ce n'était plus une simple boîte à gants. C'était le début de quelque chose. Je tenais la clé dans la paume de ma main, la pluie claquait doucement sur le pare-brise. Et soudain, je n'étais plus une veuve nettoyant une voiture. J'étais une femme au bord d'une vérité que je n'avais jamais vue venir. Et je n'étais pas sûre de vouloir savoir ce que c'était. Je ne l'ai pas branché tout de suite. Je suis restée plantée là, dans la cuisine, à fixer la clé USB comme si elle pouvait exploser. La lettre N sur l'étiquette était légèrement tachée. Ce n'était pas l'écriture de Michael. C'est la première chose que j'ai remarquée. Son écriture était toujours précise, presque calligraphiée. Celle-ci était plus souple, plus personnelle. Un nom, peut-être. J'ai porté la clé jusqu'au bureau, son bureau. J'avais évité cette pièce depuis sa mort. Elle sentait encore son odeur. Des livres sur le droit de l'immigration s'alignaient sur les étagères. Un certificat encadré d'une organisation de réfugiés était accroché au-dessus du bureau. Aider les personnes déplacées avait toujours été sa passion, son travail secret. Il n'en parlait jamais en détail, se contentant de dire
Je fais le bien, avant de changer de sujet. L'écran de l'ordinateur portable s'est allumé. Mes mains flottaient au-dessus du clavier. J'ai imaginé ranger la clé, faire comme si je ne l'avais jamais trouvée. Mais il était trop tard. La clé s'est glissée dans le port avec un clic qui a déchiré le silence de la maison. Un seul dossier est apparu. Pas de nom, juste une icône jaune. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de sous-dossiers. Lettres, photos, PDF, tous étiquetés avec des codes que je ne reconnaissais pas. J'ai cliqué sur le premier document texte. Cher Michael, merci encore d'avoir accepté de m'aider. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Marina. Je me suis figée. Marina. Ce nom n'appartenait pas à ma vie. Il n'appartenait pas non plus à celle de Michael. Du moins, pas à la partie de lui que je connaissais. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert un autre dossier. J'ai tellement peur. La fièvre d'Élie n'est pas descendue depuis des jours. Je sais que j'ai dit que je ne demanderai plus rien, mais si tu peux aider avec la clinique, un autre. Élie a encore demandé de tes nouvelles. Il n'arrête pas de dire qu'il veut faire voler des cerfs-volants au parc comme la dernière fois. Tu lui manques. Tu me manques aussi. Ma bouche s'est asséchée. Les photos ont suivi. Une femme aux yeux marron foncé et au visage fatigué, mais beau. Un garçon, 7 ou 8 ans, les cheveux clairs, un sourire édenté. Sur certaines photos, ils étaient l'un et seuls. Sur d'autres, Michael était avec eux. Il riait, ses bras autour du petit garçon, avec ce même regard tendre et protecteur qu'il avait pour Lily. Je me suis reculée du bureau comme si je m'étais brûlée. Mes genoux ont failli céder. Qui était Marina? Qui était cet enfant? Qui était vraiment Michael? Qu'est-ce que tu fais? La voix de Lily a transpercé le brouillard comme un éclat de verre. Elle se tenait sur le seuil, son sweat à capuche trop grand drapé sur son short de pyjama, les yeux bouffis. Son regard a balayé l'écran, la clé USB, puis est revenu à moi, accusateur. Tu espionnes, papa? Sa voix s'est brisée. Lily, non, ce n'est pas. Si, s'est-elle exclamée en s'avançant. Tu fouilles dans ses affaires comme si c'était un criminel. Il est mort, maman. Tu ne peux pas juste le laisser en paix? J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. La vérité et le mensonge se battaient dans ma gorge. Tu es incroyable, a-t-elle lâché avec dégoût avant de tourner les talons. La porte de sa chambre a claqué, et je suis restée seule, les yeux rivés sur l'écran, face à une version de mon mari que je ne reconnaissais pas, une version qui vivait maintenant dans la colère de ma fille et le regard d'une inconnue. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. À l'aube, je suis retournée au bureau. J'ai rouvert les fichiers, plus lentement cette fois, laissant la douloureuse réalité s'installer. Les lettres de Marina s'étalaient sur plusieurs années. J'ai vérifié les relevés bancaires que j'avais ignorés, et ils étaient bons là, des virements, le 1er et le 15e de chaque mois. De petites sommes, mais qui, avec le temps, s'additionnaient pour former des milliers de dollars. Le destinataire n'était pas Marina, mais des initiales, Monsieur A. Un des PDF sur la clé USB était un contrat de location numérisé. L'adresse m'a sauté aux yeux. South Seattle, Rainier Valley. Un quartier où nous allions rarement. Je me suis souvenu d'une fois, il y a des années. Nous étions allés à une exposition d'art et Michael avait insisté pour prendre le chemin le plus long, soi-disant pour éviter les embouteillages. Je réalisais maintenant qu'il n'avait peut-être pas du tout évité la circulation. Je suis allée à cette adresse. C'était un modeste immeuble d'appartements niché entre une taqueria et une laverie automatique. Je me suis garée de l'autre côté de la rue. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je les ai vus avant d'être prête. Une femme sortait du bâtiment, des sacs de course à la main. Derrière elle, un garçon avec un sac à dos descendait les escaliers en bondissant. C'étaient eux. Marina et Élie. Et même de loin, je le voyais sur son visage. Ses cheveux clairs, la pente de son nez, la façon dont sa bouche se relevait quand il souriait. Il ressemblait à Michael. Il ressemblait à Lily. J'aurais dû sortir de la voiture, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée assise là, le cœur battant à tout rompre, regardant une autre vie se dérouler sous mes yeux. Une vie parallèle dont mon mari était le soleil. Le lendemain, Lily est revenue de chez sa grand-mère. J'ai tout lu, a-t-elle dit, la voix blanche en tenant la clé USB. Il avait une autre famille?
Je ne sais pas si c'était une famille, Lily. Je ne sais pas ce que c'était. Ne me mens pas, a-t-elle sifflé. Tu as toujours été jalouse de ma relation avec lui. Et maintenant qu'il est parti, tu cherches des secrets pour prouver que tu avais raison depuis le début. Ce n'est pas juste. Je te déteste, a-t-elle lâché. Je te déteste de m'avoir montré ça. Elle a disparu dans l'escalier, et 10 minutes plus tard, la porte d'entrée a claqué. Je suis restée seule, me demandant combien de morceaux de cœur pouvaient se briser avant qu'ils ne cessent de contenir quoi que ce soit. Le lendemain, je me suis souvenue d'une ligne dans un des documents sur la clé USB. Tous les documents originaux sont dans un coffre-fort. La clé est dans le tiroir droit, dans la boîte à boutons de manchette. Je suis allée à la banque. L'employé m'a conduite dans une salle privée et m'a laissée seule avec le coffre. À l'intérieur se trouvait un épais dossier et une enveloppe scellée portant mon nom. Emma. L'écriture de Michael remplissait la page, un peu précipitée, mais incontestablement la sienne. Emma, si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé, et que tu en sais probablement plus que je n'ai jamais eu le courage de te dire. Je te dois la vérité, toute la vérité. Il m'a parlé de Marina, une réfugiée sans papier qu'il avait rencontrée dans une clinique bénévole. Il m'a parlé de sa peur, de sa solitude, et il m'a parlé d'une nuit, une seule, à une époque où notre mariage traversait une période de silence et de distance. Une nuit qui a tout changé. Ce n'était pas une liaison, écrivait-il. C'était une erreur, une faiblesse. Je pensais pouvoir partir, oublier, mais je n'ai pas pu. Pas quand j'ai appris pour Ellie. Je ne te l'ai pas dit parce que j'avais une peur panique de perdre Lily. Je me disais que je protégeais notre famille, mais en réalité, je me protégeais moi-même, lâchement. Il expliquait comment, des années plus tard, Marina était revenue dans sa vie, désespérée. Ellie était malade, elle était menacée d'expulsion. Il ne pouvait pas les ignorer. Il l'avait aidée avec les papiers, les frais médicaux, l'argent. Je sais que j'aurais dû te le dire, je sais que c'est trop demandé, mais si tu peux un jour trouver la force de me pardonner, prends soin d'eux. Pas de Marina, elle est forte. Mais d'Ellie, ce n'est qu'un garçon, il n'a rien demandé de tout ça. Et protège Lily. Protège-la de ma faute. Tout le reste est dans le dossier. Je te fais confiance, même si je ne le mérite pas. Toujours à toi, Michael. Quand j'ai fini de lire, je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise là, la lettre tremblant dans mes mains. Le monde avait basculé, mais pour la première fois, je commençais à comprendre. Je suis retournée à Rainier Valley le lendemain. Cette fois, j'ai frappé à la porte. Marina a ouvert. Ses yeux se sont écarquillés. « Vous êtes Emma » a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. « Il vous a laissé ça. » Je lui ai tendu une autre enveloppe que j'avais trouvée dans le coffre. Elle l'a prise, ses doigts caressant le papier. « Je l'aimais » a-t-elle murmuré. « Pas comme vous. Mais il nous a sauvés. » Ellie croit que son père travaillait loin, a-t-elle poursuivi. Qu'il était trop occupé. Et maintenant, a-t-elle demandé, la voix pleine d'une angoisse à peine contenue. Je ne savais pas. Je voyais un garçon qui ressemblait à mon mari, une femme qui avait trop porté seule, et chez moi, une fille dévorée par la colère et la trahison. On va trouver une solution, ai-je dit, me surprenant moi-même. Lentement, pour les enfants. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si, ai-je murmuré. Quelqu'un doit le faire. Et pour la première fois, je n'avais pas l'impression de m'effondrer. J'avais l'impression de commencer à reconstruire. Lily est rentrée 3 jours plus tard. Je ne lui pardonne pas encore, a-t-elle dit après avoir lu la lettre de son père. Tu n'es pas obligé, ai-je répondu. Mais je ne le déteste plus non plus, a-t-elle murmuré. Et pour la première fois, sa voix était stable. L'automne est arrivé lentement cette année-là. Je me suis remise à cuisiner. La maison sentait la cannelle et la paix. Un soir, j'ai trouvé Lily recroquevillée sur le canapé, regardant de vieilles love vidéos. Michael, coiffé d'un chapeau de fête ridicule, le visage barbouillé de glaçage. Elle riait. « Il me manque » a-t-elle murmuré sans lever les yeux. Je me suis assise à côté d'elle. « Moi aussi. » Elle a posé sa tête contre mon épaule. C'était la première fois qu'elle faisait ça depuis l'enterrement. Le lendemain, j'ai reçu un message de Marina,
Une photo d'Élie à une foire scientifique, souriant à côté d'un volcan en papier mâché. La légende disait: il a eu la deuxième place. Il voulait que tu le saches. J'ai souri à travers mes larmes. Plus tard, j'ai montré la photo à Lily. Il ressemble à papa, a-t-elle murmuré. Je sais. Nous n'avons rien forcé. Il n'y avait pas de promesse, juste de l'espace. De l'espace pour ressentir, pour pleurer, pour grandir. Et puis, un dimanche matin, alors que je versais du chocolat chaud, Lily a demandé: tu crois qu'il aimerait venir dîner, un de ces jours? Le garçon. Ma main s'est arrêtée, j'ai levé les yeux vers elle. Juste s'il en a envie, a-t-elle ajouté en haussant les épaules. Un sourire a éclairé mon visage. Je pense que oui. Dehors, les feuilles commençaient enfin à tomber. À l'intérieur, quelque chose d'autre commençait. Pas un retour à ce que nous étions, mais le début de ce que nous pourrions devenir. La première fois qu'Élie est venu, il portait un pull bleu marine trop grand et serrait un livre contre sa poitrine comme un bouclier. C'est Lily qui a ouvert la porte. Ils se sont regardés un instant, deux enfants liés par un secret qu'ils n'avaient pas créé. Salut, a dit Lily. Salut, a répondu Élie. Le dîner fut étrange, silencieux, mais à la fin, alors qu'il partait, Élie a tendu son livre à Lily. C'était un livre sur les constellations. Papa disait toujours de regarder les étoiles quand on se sent seul, a-t-il dit. Lily a pris le livre. Il me disait la même chose. Ce fut le début. Pas d'une amitié instantanée, mais d'une reconnaissance. Ils ont commencé à s'envoyer des messages. Sur les étoiles, sur les devoirs de science, sur des choses que je ne comprenais pas. Un an a passé, l'automne est revenu. Un samedi, je les ai trouvés tous les deux dans le garage, penchés sur la vieille voiture de Michael. Lily montrait à Ellie comment vérifier le niveau d'huile. Papa disait que la voiture d'un homme en dit long sur lui, a-t-elle dit avec un petit sourire triste. Il avait tort, ai-je dit en m'approchant. Ce sont les gens qu'il laisse derrière lui qui en disent de long. Ils m'ont regardé tous les deux, et dans leurs yeux, je n'ai plus vu deux mondes séparés, mais le début d'une nouvelle constellation, étrange et inattendue. Notre constellation. Le deuil ne disparaît jamais vraiment, il change de forme, mais l'amour aussi. Et parfois, dans les ruines de ce que l'on croyait être notre vie, on trouve les fondations pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vrai.